Vous êtes bien en direct sur Public Sénat. Voici les titres de l'actualité de ce mardi 13 mars 2012. Bonsoir à toutes et à tous. Des courbes qui se croisent et se décroisent. Qui de Nicolas Sarkozy ou François Hollande fait la course en tête pour le premier tour de la présidentielle? Des sondages contradictoires agitent les états-majors alors que les principaux intéressés se refusent à commenter les derniers chiffres. Et 3 candidats de plus, Nicolas Dupont-Aignan et Philippe Poutou, seront de la partie, comme Marine Le Pen, après un vrai faux suspense au parrainage. Tous 3 ont obtenu leurs très précieuses 500 signatures. Et puis, cette effervescence fiscale qui anime la campagne, la proposition de Nicolas Sarkozy de lier l'impôt à la nationalité réjouit Jean-Luc Mélenchon. Ce sera le débat de notre 19h avec, sur notre plateau, le sénateur de la Mayenne, ancien président de la commission des finances du Sénat, Jean Arthuis, et l'économiste Jacques Généreux, soutien du candidat du Front de gauche. On y voit de plus en plus clair sur ce que sera la grille de départ du Grand Prix de la présidentielle. À quelques jours maintenant de la date limite du dépôt des parrainages devant le Conseil constitutionnel, ils sont 3 à avoir annoncé aujourd'hui avoir atteint le chiffre fatidique des 500 signatures. Ainsi, l'extrême gauche tire son épingle du jeu. Après Nathalie Arthaud, c'est Philippe Poutou qui pourra concourir sous la bannière du nouveau parti anticapitaliste. De l'autre côté de l'échiquier politique, c'est par communiqué que Nicolas Dupont-Aignan a annoncé avoir passé la barre des 500 signatures. Le candidat souverainiste veut désormais dire haut et fort aux Français qu'une autre politique est possible. C'est ce qu'a fait cet après-midi Marine Le Pen, en annonçant elle aussi avoir passé le cap des parrainages. Après un suspense savamment entretenu, la présidente du Front National se dit prête pour un nouveau départ dans sa campagne. Marie Brémaud. Ils ont retrouvé la ferveur et leur candidate le sourire. Marine Le Pen revient sur le devant de la scène avec ses 500 signatures de parrainage, plus combative que jamais mais avec un refrain déjà entendu. Présidente de parti, femme, mère de 3 enfants, je lutte. Je combats en politique tout ce qui blesse dans la France d'aujourd'hui. Relancer une campagne en perte de vitesse, remotiver les troupes, c'est le but de cette déclaration de candidature. Marine Le Pen ressort les vieilles recettes, ou plutôt les vieux adversaires. Aujourd'hui, Bruxelles commande, et avec elle la toute-puissante finance. Sans oublier quelques attaques adressées à la gauche. Je veux rappeler solennellement que le modèle de société que propose la gauche affairiste, qui veut revenir au pouvoir, est diamétralement opposé à mes convictions. Je ne veux pas non plus de cette dictature du malheur que la gauche porte. La candidate frontiste n'a pas eu aujourd'hui un mot pour l'adversaire en place, Nicolas Sarkozy, qui chasse depuis quelque temps sur les terres traditionnelles du FN. Mais Marine Le Pen lui réserve-t-elle sans doute ses saillies pour les jours à venir? Autre certitude dans cette campagne, il y aura bien un bulletin de vote au nom d'Eva Joly devant les isoloirs. Ceux qui en doutaient, comme Noël Mamère par exemple, qui s'interrogeait sur l'intérêt du camp écologiste d'être présent à l'élection, en sont donc pour leurs frais. C'est dans un communiqué que les 4 porte-paroles de la candidate fustigent les attaques et les rumeurs et affirment leur détermination totale à soutenir leur candidate. On le voit, les grandes manœuvres sont bel et bien lancées. Au Parti socialiste, on se prépare à une campagne d'ampleur inédite. Une campagne qui va se jouer sur le terrain, au porte-à-porte et au final, au corps à corps. C'est Pierre Moscovici, le directeur de la campagne de François Hollande, qui le dit. Rabaki. La campagne de terrain du Parti socialiste s'accélère. Les socialistes jouent la carte de la proximité pour attirer les électeurs les plus indécis. Nous mobilisons aussi sur le terrain pour faire en sorte que l'abstention recule chez les jeunes, dans les quartiers populaires. Nous aurons une campagne qui sera une campagne très près du terrain, pas une campagne d'en haut. Pour aller à la rencontre des électeurs, le directeur de campagne de François Hollande a annoncé une opération d'envergure et inédite. 150 000 volontaires vont être formés pour faire du porte-à-porte. Objectif, frapper chez 5 millions de Français. Clément, déjà très actif, compte encore redoubler d'efforts pour soutenir son candidat. En ce moment là, donc on est vraiment entré en campagne, on a une forte mobilisation à Paris notamment et dans toute la France pour aller à la rencontre des jeunes. En tant que jeunes militants et jeunes militantes socialistes, on se doit d'être proche des jeunes, proche des citoyennes et des citoyens. Autre opération prévue, la mobilisation d'élus sur 3000 points de rencontre pour informer 200 000 Français. Avec cette nouvelle offensive, le Parti socialiste veut montrer qu'il est présent sur le terrain.
La campagne, c'est aussi des idées et ça ne manque pas ces derniers jours. En matière fiscale, si le candidat socialiste déplore une surenchère, Jean-Luc Mélenchon se réjouit de la dernière proposition de Nicolas Sarkozy, vouloir lier la nationalité au paiement de l'impôt pour enrayer l'exil fiscal. Ce texte est en effet inscrit dans le programme du Front de gauche. Explication, Flora Sauvage. Ce n'est pas une idée nouvelle, mais la proposition du président candidat suscite des interrogations. L'idée, développée par Nicolas Sarkozy lundi soir sur TF1, est de lier l'impôt à la nationalité. Avec cette mesure, les exilés fiscaux devront payer au fisc français la différence entre l'impôt payé à l'étranger et celui qu'ils auraient versé en France. Nicolas Sarkozy prend pour exemple les États-Unis. Les États-Unis ont une politique de protection universelle de leurs citoyens. C'est pour ça qu'ils ont une imposition d'après la nationalité. Mais en opposant exilé fiscal et expatrié, Nicolas Sarkozy oublie que ce sont deux notions qui n'existent pas en droit fiscal. La notion d'exilé fiscal jusqu'à aujourd'hui, alors il faudra peut-être modifier les lois, elle n'existe pas. La notion d'expatrié n'est pas définie par le Code général des impôts. Nous, fiscalistes, on travaille avec le Code général des impôts. Je suis très étonnée par mais c'est peut-être tout l'art de la politique, je suis très étonnée par l'emploi de ces deux mots et le fait qu'on les juxtapose. Et avec cette annonce, Nicolas Sarkozy ne dit pas comment on pourra s'assurer qu'un Français vivant à l'étranger est parti précisément pour échapper à l'impôt. Si la mesure est appliquée, il faudra probablement revoir les conventions bilatérales avec la Belgique, le Luxembourg ou la Suisse. En tout cas, cette effervescence fiscale est observée de très près par les chefs d'entreprise. Après, j'allais dire, le coup des 75% de François Hollande, la taxe de Nicolas Sarkozy pour les entreprises du CAC 40 et ses mesures anti-évasion, ils étaient nombreux aujourd'hui à Paris à venir écouter les candidats sur ces questions sensibles. Et vous allez le voir, c'est l'expectative qui domine chez les patrons. Jérôme Rabier. Ils sont venus parler compétitivité, mais les grands patrons français ont surtout discuté fiscalité. Taxation à 75% des hauts revenus ou sur l'exil fiscal, l'important pour eux, c'est de préserver l'attractivité française. Il ne faut pas non plus qu'on fasse de ce pays un repoussoir pour les entrepreneurs, pour ceux qui réussissent à créer de la richesse, mais aussi des emplois, qu'on fasse attention à ça. Certains comme Maurice Lévy étaient pourtant favorables à une taxation importante des hauts revenus, y compris les siens, mais 75%, c'est un peu trop à son goût. Taxer à 75%, si vous ajoutez la CRDS, si vous ajoutez la CSG, ça fait à peu près 80%. Si vous ajoutez l'ISF, ça fait entre 95 et 105%. Insistant sur le coût du travail et la concurrence étrangère pour les entreprises françaises, le patronat s'interroge surtout sur la fiscalité imposée à ces entreprises. Tant qu'on ne comprendra pas que les entreprises françaises sont plus taxées fiscalement que toutes les entreprises européennes, nous n'arriverons pas à trouver les bonnes solutions. Si les candidats à la présidentielle rivalisent pour créer de nouvelles taxations, les patrons français rêvent donc encore, eux, de voir les prélèvements sur les entreprises baisser. Voilà, ça ne vous étonnera pas qu'on parle tout de suite d'impôts et de fiscalité avec nos invités sur le plateau de Public Sétain que je vous présente. Jean Arthuis, bonsoir. Bonsoir. Sénateur de la Mayenne, soutien de François Bayrou, ancien président de la Commission des Finances ici même au Sénat. À vos côtés, Jacques Généreux, économiste. Soutien de votre côté de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon qui parle de triomphe lorsqu'il a entendu Nicolas Sarkozy parler de ce nouvel impôt pour les Français exilés fiscaux. C'est vrai que certaines de nos idées ont manifestement le vent en poupe, parce que c'est en effet Jean-Luc Mélenchon, le programme du Front de gauche, qui est mis au cœur de notre stratégie la réforme fiscale pour un meilleur partage des richesses, avec la lutte contre l'évasion fiscale, contre les niches fiscales, contre la sous-taxation des revenus financiers, etc. Et donc avec bien évidemment cette idée fondamentale que l'impôt est associé à la citoyenneté. À travers l'impôt, si vous voulez, on n'achète pas des biens publics et des services publics. Donc il faut sortir de cette logique sur laquelle, parce que des gens ne seraient plus là ou ne seraient pas là et donc ne bénéficient pas directement de nos trains, de nos infrastructures, ils n'ont plus à payer l'impôt. Il y a une vieille conception qui est à l'origine même de la démocratie, qui dit que c'est le fait qu'on appartienne à une communauté politique nationale qui fait qu'on a un minimum de redevance envers cette collectivité et d'expression de la solidarité à travers l'impôt. Alors bien évidemment, on se réjouit à la fois de ce que ce genre d'idées reviennent dans le débat public, de même qu'on pouvait se réjouir de voir François Hollande tout d'un coup dire qu'il fallait taxer, avoir une tranche marginale à 75%, comme nous sommes à 100%, je vous le rappelle. Mais simplement, nous observons, notre réjouissance est quand même limitée, qu'il s'agit là, dans les deux cas d'ailleurs,
de propositions assez démagogiques dans la mesure où Nicolas Sarkozy, qui est quand même au pouvoir depuis 10 ans, hein, d'abord communiste puis comme président de la République, est un peu curieux à quelques mois, même pas à quelques mois, à quelques semaines maintenant de l'élection, de sortir de son chapeau cette idée, d'une manière en plus, on va en parler dans le débat, dans une extrêmement restrictive quant à son application. Donc nous n'y croyons pas une seconde. On va revenir sur les aspects techniques de cette mesure. Jean Arthuis, dans votre livre SOS Finances Publiques, page 62, eh bien, vous développez exactement cette même idée. Oui. Est-ce à dire que c'est une bonne idée aujourd'hui? Oui. Je crois que le paiement de l'impôt est indissociable de la citoyenneté. Pour l'entretien de la force publique, pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable. Elle est également répartie entre tous les citoyens à raison de leurs facultés. Et c'est l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et donc, je n'ai pas hésité à développer en effet cette idée dans ce livre auquel vous faites référence, d'autant que la réforme constitutionnelle de 2008 a prévu l'élection de 11 députés par les Français de l'étranger. Il y a un peu plus de 2 millions de Français qui résident à l'étranger. Et vous parlez de contrepartie du droit d'élire des représentants au Parlement. Oui, parce que ceux qui sont élus au Parlement sont élus pour le consentement à l'impôt. Eh bien, quelle est la légitimité de représentants, de citoyens qui ne participent pas au paiement de l'impôt? Je crois donc que cette question doit être posée. Maintenant, je m'étonne que le président Sarkozy n'ait pas enchaîné cette proposition au lendemain de la réforme constitutionnelle. Pourquoi aujourd'hui? Et cette distinction entre l'exilé fiscal et l'expatrié, je ne vois pas comment on peut lui donner corps dans notre législation fiscale. On ne peut pas faire la différence, on évoquait d'ailleurs dans le sujet, entre un exilé fiscal, vous diriez un évadé fiscal, hein, c'est les termes de Jean-Luc Mélenchon, et l'expatrié. Comment pouvons-nous porter un jugement pour dire que celui-ci est exilé alors que tel autre est expatrié? Je pense que ce n'est pas possible. On parle quand même de revenus financiers, de revenus sur le patrimoine, je crois qu'il faut une législation identique à celle qui prévaut aux États-Unis, entre l'État fédéral et l'ensemble des citoyens américains. Si on a un passeport américain, on s'oblige à déclarer ses revenus. Et s'il apparaît que l'on paie moins d'impôts là où on est que l'on en aurait payé aux États-Unis, et si on y avait déclaré ses revenus, ben on paie la différence. Oui. Je crois que c'est juste. On ne peut pas partir à l'étranger pour des motifs fiscaux, et puis lorsqu'on subit une maladie, revenir dans la mère patrie pour bénéficier du régime de protection sociale. C'est une question d'équité. Je me réjouis qu'il y ait autant de Français qui partent à l'étranger pour promouvoir la France, ses intérêts dans le monde entier. Mais le pacte républicain crée des obligations, et je pense que le lien fiscal est emblématique du lien du citoyen avec la communauté nationale. Jacques Généreux, il y a une bataille d'experts pour savoir combien pourrait rapporter une telle mesure si elle devait ou si elle pouvait se mettre en œuvre. Certains experts parlent de dizaines de millions d'euros seulement. Nicolas Sarkozy, devant les patrons aujourd'hui à Paris, vient d'évoquer l'hypothèse de 500 millions d'euros. Alors où est la vérité dans ce, j'allais dire, de rendement fiscal de cette réforme? Écoutez, l'économiste ne va pas vous raconter des salades. On n'en sait rien tant qu'on n'a pas défini très exactement l'assiette et le champ couvert. J'observe, c'est pour ça que nous disons qu'on voit bien que chez Nicolas Sarkozy, c'est simplement une proposition démagogique et symbolique, que la façon même dont il l'exprime est extrêmement restrictive. Quand il dit qu'il s'agit de taxer des individus qui seraient partis dans l'unique objectif, dit-il, de payer moins d'impôts ou d'échapper à l'impôt. C'est comme ça qu'il définit l'exilé fiscal. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment vous allez dire quelqu'un qui est parti travailler à l'étranger pour gagner plus, ça peut être aussi bien pour payer moins d'impôts? Ou est-ce que vous allez faire la part entre ce qui est des motivations et dire ben non, lui c'est uniquement pour travailler, c'est pas pour payer moins d'impôts? Oui, mais visiblement les États-Unis, les Américains y arrivent à faire cette distinction peut-être.
peu importe, mais excusez-moi de terminer néanmoins. Quand vous avez, je dis pas qu'il ne faut pas le faire, je dis que la façon dont Nicolas Sarkozy l'exprime montre bien que son intention n'est absolument pas d'établir la justice fiscale sur lequel apparemment nous avons là un terrain d'entente et de convergence sur ça, le fait que chaque citoyen, où qu'il vive, à partir du moment où il est citoyen, a une égale obligation de contribution à proportion de sa capacité contributive. C'est le b.a.-ba de la démocratie fiscale. Mais quand il dit ceci, on voit bien qu'il restreint considérablement le champ. Donc du coup, je veux dire, mettons un patron qui a une filiale à l'étranger et qui va décider que désormais, il va aller dans ce pays étranger pour diriger cette filiale et en fait va du coup diriger ses affaires depuis cet endroit-là. Il part pour travailler à l'étranger, donc c'est pas un exilé fiscal. Donc on voit bien qu'on rentre là dans un imbroglio pas possible. Et donc il faut faire évidemment plus simple. C'est pour ça que nous disons c'est de la démagogie et que il faut aller au cœur du problème, mais évidemment pas s'arrêter seulement à ça. Alors imaginez qu'aujourd'hui par exemple en termes de résidence fiscale, on considère que vous êtes résident à l'étranger à partir de 183 jours passés à l'étranger. C'est-à-dire prenez un avocat international d'affaires qui déciderait de travailler 182 jours dans son cabinet en France et puis 183 jours dans son cabinet en Suisse, qui est parfaitement capable de faire, et certains le font, eh bien, il relève du régime fiscal suisse. Ça n'est pas un exilé fiscal sur les conventions. Et donc, il faut remettre tout ça à plat de manière juste. Les conventions qui sont signées entre les pays, entre la France et une centaine de pays. Il y a plus de 100 conventions à revoir, et chacun sait que la négociation est âpre et difficile. Il faut des mois et des mois pour la négocier. Il faut ensuite la faire ratifier dans les parlements respectifs, ce qui n'est pas une mince affaire. Donc, je pense que l'idée est juste, mais la restriction que j'apporte, c'est que je ne sais pas faire la différence. Je vois bien dans l'idée qu'on s'en fait ce que peut être un exilé qui volontairement a fui le territoire pour payer moins d'impôts. Il faut se faire une vague idée, oui. Mais entre ce citoyen qu'on appellera un exilé et puis celui qui est un expatrié parce qu'il est allé avec sa famille aux États-Unis, en Chine ou ailleurs, moi je ne sais pas écrire juridiquement la différence. Et donc je doute que ça puisse être opérant. La seule démarche possible, c'est de considérer, d'autant que les Français de l'étranger ont des droits par rapport à la métropole. Bien sûr. Le président Sarkozy avait voulu, dans le cadre de sa campagne de 2007, il avait pris un engagement de prise en charge des frais de scolarité dans les lycées pour les enfants des Français de l'étranger. Ce qui impacte très directement le budget de la France, ici. Et comme vous le rappeliez, des représentants des Français de l'étranger aujourd'hui au Parlement, d'une manière beaucoup plus importante. Alors, il y avait déjà des représentants au Sénat. Bien sûr. 12 représentants. Mais l'innovation qui résulte de la réforme constitutionnelle de 2008, c'est la présence de 11 députés qui vont être élus en juin prochain par les Français de l'étranger. Donc c'est bien qu'ils aient une représentation, mais comme ces députés participeront à un vote de consentement à l'impôt, ça ne serait pas choquant qu'ils puissent s'engager au nom des Français de l'étranger qui les ont élus, à charge naturellement, il ne s'agit pas de les surimposer, mais de maintenir un lien entre le fait d'avoir un passeport, d'être citoyen français, créer une obligation et le lien, il est de nature fiscale. Vous parlez d'ailleurs d'un recouvrement à minima, qu'il y ait un lien symbolique en tout cas. Symbolique, mais sans doute y a-t-il quelques contribuables partis à l'étranger qui ont François Baroin disait ce matin que pour mettre en œuvre cette mesure, en dépit des difficultés que vous évoquiez, on pourrait commencer par certains pays. Par exemple, le Luxembourg, la Belgique, la Suisse, bien entendu. Et la majorité des problèmes seraient déjà résolus. Oui, et on sait bien que pour la majorité, effectivement, des exilés, ce qu'on appelle les exilés fiscaux, sans savoir très bien les définir, ça concerne en effet ces pays-là. Mais on voit bien, à travers la tournure du débat, que le débat va prendre du coup sur la fiscalité à travers ces propositions extrêmement symboliques, que ce soit celle de François Hollande, de créer comme ça une tranche bizarre, tout d'un coup de 75%, ou cette nouvelle proposition de Nicolas Sarkozy, c'est aussi une manière de détourner le débat de la vraie question. Car quand nous, au Front de gauche, avec Jean-Luc Mélenchon, nous disons que nous sommes pour cette proposition, il faut qu'on convienne que ça, c'est une goutte d'eau
Jean-Luc Mélenchon est pour 100% lui. Oui, nous allons bien plus loin parce que en termes de progressivité, nous allons jusqu'à 100%. Mais comprenez bien. De manière intelligente. C'est-à-dire que nous créons un barème d'impôt à 14 tranches, ça part de très petits taux d'imposition, puis ça monte très progressivement, jusqu'à la fin, arriver à 95 et 100%. On peut être pour, on peut être contre, mais c'est la seule manière intelligente de concevoir cela, avec quand même une différence à l'arrivée, c'est que cette réforme fiscale d'ensemble, elle rapporte 20 milliards d'euros supplémentaires aux finances publiques, pas les quelques centaines de millions qu'on va récupérer par cette mesure. Donc quand nous sommes pour cette mesure, bien sûr, mais comprenez bien, nous avons des candidats qui essaient de choper un petit truc très symbolique pour dire, voyez, je ne suis pas le président des riches, je fais quelque chose. En réalité, sur la masse de la fiscalité, Nicolas Sarkozy reste le président des riches. Sur cette surenchère fiscale, c'est le terme employé par François Hollande aujourd'hui. Sauf à dire que l'élection présidentielle est une compétition dans l'art de la démagogie. Vous ne capterez rien. Et François Hollande non plus. D'abord, à 75%, il oublie de dire que s'y ajoute une contribution sociale CSG, CRDS, qui est de 8% pour des revenus du travail, mais qui est de 15%, 15,5% sur les revenus du patrimoine. 75 plus 15,5, on est à 90,5. C'est beau comme l'antique, mais vous ne capterez rien. Parce que nous sommes dans un monde globalisé et nombre de ces contribuables iront se faire imposer ailleurs dans le système actuel. On peut le déplorer pour des raisons morales. Mais quand l'efficacité... Vous commettez une erreur parce que vous confondez la réforme fiscale de François Hollande et la nôtre, qui n'est pas du tout la même. La vôtre, je dirais qu'elle est pire. Bon, non, mais elle est pire, mais en mieux. Parce que... Sauf que pour faire de la justice sociale... Oui. Il faut d'abord avoir des richesses. Taxer les riches, c'est formidable. C'est assez populaire. Mais il faut d'abord produire des richesses et donc permettre à chacun d'avoir un travail. Et donc de créer ici, en France, les conditions de la compétitivité et réconcilier les consommateurs qui cherchent des produits de qualité au meilleur prix avec ceux qui les produisent. Car sinon, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que nous finirons par consommer tout ce qui vient de l'extérieur. C'est comme ça qu'en 2011, nous accusons un déficit commercial de 70 milliards. Nous consommons 70 milliards de plus que ce que nous produisons et on accumule naturellement des déficits budgétaires. On va dans le mur. Alors vous y allez aussi, mais en klaxonnant. Allez, répondez, Jacques Généreux. Oui, sauf, alors je vous renvoie à mon livre, monsieur le ministre. Nous, on peut, puisque vous citez les livres, par évidemment, qui est préfacé par Jean-Luc Mélenchon, ce que nous disons sur cette question n'est qu'un élément d'une stratégie d'ensemble. Vous avez bien raison que le b.a.-ba et le point de départ, c'est de donner des emplois aux gens qui travaillent ici et de créer de l'activité ici. Et c'est pour ça que nous avons le seul programme dans cette élection qui combat le consensus pour l'austérité soi-disant aujourd'hui nécessaire pour réduire les déficits publics, alors que l'austérité ne réduit pas les déficits publics et la dette publique, elle les aggrave. Donc nous avons une stratégie, excusez-moi, je ne vous ai pas interrompu, si vous pouvez me laisser terminer mes arguments, je vous en serai infiniment reconnaissant. Allez-y rapidement, donc, nous avons une stratégie effectivement de relance de l'activité et de l'emploi, précisément parce que nous dégageons les marges de manœuvre. Et c'est là qu'on fait la différence entre des propositions de saupoudrage démagogique, on veut dire moi je vais récupérer 500 millions sur les riches. Ah bravo! Nous, c'est pas ce que nous faisons. Nous récupérons 200 milliards d'euros de marge de manœuvre budgétaire par la réforme fiscale, par la réforme du mode de financement de la dette publique, par la suppression des niches fiscales, par la réforme de l'impôt sur le revenu. Et donc là, on peut à la fois réduire la dette publique et les déficits, ce qui est nécessaire, et s'occuper de soutien, d'investissement un mot de réaction, à l'activité. Un mot de réaction. Avec François Bayrou, nous disons que cette façon à gauche et à droite de se raconter des histoires ne va pas nous permettre d'en sortir. Le monde ne nous attendra pas. Donc je crois ne nous attendra pas. Je crois qu'il faut au contraire que nous puissions nous rassembler, surtout cesser ces considérations incantatoires, car s'il suffisait de faire du déficit... Vraiment, où sont les incantations? Quand je vous dis 200 milliards d'euros, je vous offre mon livre. S'il suffisait de faire du déficit pour faire de la croissance,
alors nous serions dans une, c'est pas ce que nous voulons. dans une prospérité extraordinaire. C'est pas ce que nous voulons. Donc, Allez, nous merci, n'échappons messieurs. pas à la nécessité de réduire nos déficits et de retrouver de la compétitivité. Par la relance de l'activité, mais pas par le en creusement. surtaxant de façon démagogique. Voilà, je présente vos deux livres, Jean Arthuis, SOS Finances Publiques chez Calmal-Lévy, et donc Jacques Généreux, mais vous l'avez fait vous-même. Nous, on peut, avec une préface de Jean-Luc Mélenchon qui sera à la Bastille, donc le week-end prochain. Nous reprenons la Bastille le 18 mars. Voilà, à vous Paris. restez avec nous, bien entendu, messieurs, merci. C'est l'un des sondages qui a fait réagir aujourd'hui toute la classe politique. Le sondage IFOP fiducial pour Public Sénat, Europe 1 et Paris Match, la première étude d'opinion réalisée après le discours de Villepin. Tous les courbes de Nicolas Sarkozy et François Hollande se croisent. En voici les détails. Pour les intentions de vote au premier tour, Nicolas Sarkozy gagne 1,5 point avec 28,5% d'abstention de vote. François Hollande est à 27%, en baisse de 1,5%. Suivent, vous le voyez sur ces images, Marine Le Pen avec 16%, François Bayrou 13%, guère plus que Jean-Luc Mélenchon, qui confirme avec 10% des intentions de vote, un résultat à deux chiffres. Suivent Eva Joly 2,5%, Nicolas Dupont-Aignan et Dominique de Villepin sont à 1%. Et là, vous découvrez les chiffres des autres candidats. Alors, au deuxième tour, François Hollande l'emporterait très largement avec plus de 54% des suffrages devant Nicolas Sarkozy à 45%. Pour commenter ces chiffres sur notre plateau, Frédéric Michaud, vous êtes directeur adjoint du département opinion de l'IFOP. Ce sondage a été réalisé, on l'a dit, immédiatement après le discours de Villepin. Il y a un effet Villepin dans les chiffres où on voit les courbes se croisent selon vos études. Oui, sans doute. Alors ce qu'on observe, vous ne l'avez pas montré sur vos graphiques, c'est une dynamique qui est très favorablement pour Nicolas Sarkozy. Il y a une tendance à la hausse depuis le début du mois de janvier. Et puis, de façon inversée, pour François Hollande, il y a quand même une tendance à la baisse. Il était à 31% le 14 janvier, il est à 27%, donc 4 points de baisse. On voit bien deux tendances contradictoires pour les deux principaux candidats qui interchangent leur place dans ce dernier sondage. Alors on a entendu aujourd'hui Nicolas Sarkozy et François Hollande qui se sont abstenus de tout commentaire sur ces chiffres. Est-ce qu'ils ont raison d'être prudents? Oui, absolument. Il reste encore 5 semaines de campagne avant le premier tour, 2 mois avant le second tour. On sait très bien qu'il peut se passer encore beaucoup de péripéties et que les courbes peuvent encore bouger dans un sens ou dans un autre. Beaucoup de péripéties, y compris dans le monde des sondages. Il y en a un autre qui est tombé ce soir, un sondage Tianet Sofres qui donne exactement des chiffres opposés. François Hollande avec 30% des intentions de vote au premier tour, Sarkozy en numéro 2 avec 26%. Alors finalement, quel crédit apporter à ces chiffres contradictoires? Des chiffres pas totalement contradictoires. D'abord, toujours rappeler deux méthodes différentes. Notre sondage a été réalisé par téléphone et par Internet. Un gros échantillon, plus de 1500 personnes interrogées. Le sondage de notre confrère a été réalisé uniquement par téléphone, uniquement hier, alors que le nôtre a été réalisé dimanche et lundi. Et j'ajoute enfin qu'aujourd'hui, nous avons publié un nouveau sondage qui confirme les tendances du sondage que nous avons publié hier. Alors au final, comme toujours, ce seront sans doute nos autres concurrents qui nous départageront. Alors il y a un chiffre qui réjouit Jacques Généreux, c'est les 10% de Jean-Luc Mélenchon. Ça, c'est des chiffres qu'on retrouve à peu près partout, des chiffres qui vous font plaisir évidemment, cette constance. Oui, alors vous savez, on ne regarde pas trop les sondages parce que justement, on sait bien, surtout en ce moment, finalement, le peu de crédit qu'on peut faire aux chiffres précis. Et je suis heureux que vous soyez là aussi pour vous poser une question. Avec une réponse très courte, on a fini. Une question précise. Pourquoi on ne publie pas les chiffres bruts et les méthodes de redressement? Et je suis absolument certain que Jean-Luc Mélenchon, par exemple, est à 15 ou 16% dans les intentions brutes exprimées, que c'est corrigé ensuite, mais en fonction de quoi? Il n'y a pas de passé. Jean-Luc Mélenchon n'a jamais été candidat. Je veux bien qu'on corrige, y compris pour les autres candidats. Peut-être que François Bayrou est à 15 au lieu de 12, on n'en sait rien. Mais comme tout le monde sait que les chiffres sont corrigés, plus personne ne croit à vos chiffres. Un mot de... Alors, c'est la première candidature de Jean-Luc Mélenchon, mais le Front de gauche a déjà participé à d'autres élections. Il y a des références, pas à ma connaissance. Non, mais le Parti communiste, oui. Alors, on sait que le Front de gauche englobe le Parti communiste. Et alors, pour répondre plus précisément à votre question sur la divulgation des chiffres bruts, j'y suis à titre personnel favorable. Je dois reconnaître que c'est une position minoritaire dans les instituts, y compris à l'IFOP. Jean Arthuis, dans ces chiffres, vous y retrouvez? D'abord, je crois que François Bayrou est dans une phase de progression. Il reste 5 semaines. Rien n'est stabilisé.
Je pense que la gravité de la situation dans laquelle se trouve la France et l'Europe appelle des candidats porteurs d'un projet et aptes à rassembler les Français. On a l'impression que la campagne redémarre là. Merci beaucoup messieurs d'avoir été avec nous ce soir. Notez demain, pas de 19h. En effet, les chaînes parlementaires retransmettent en direct et en intégralité le discours de François Hollande en direct de Marseille. Très bonne soirée à vous, merci.